vous venez de voir Ces traces qui restent, un film documentaire d'Olivier Philippe-Violet. Olivier Philippe-Violet, comment en êtes-vous venu à faire un film sur ce sujet, sur les Nachtrunnebel? C'est une histoire de vie. C'est l'histoire de ma grand-tante, qui était ma grand-mère de cœur. Depuis l'enfance, elle en parlait très peu, mais elle en parlait de Jacques, son fils, qui avait été arrêté parce qu'il jouait à la guerre en forêt. Et un jour, alors que je commence ma formation cinéma à la Sorbonne, je déjeune avec un ami et il me pose une question que je ne m'étais jamais posée. Il me dit, on n'arrête pas un enfant parce qu'il joue. Il y a autre chose. Je fais quelques recherches sur Internet. Je tape le nom, Jacques Lamotte. Et là, tombe automatiquement dans le moteur de recherche Déporté NN. Tout de suite, ça évoque le film d'Alain Resnais. Et c'est là où je me rends compte que ça n'a absolument rien à voir entre la déportation générale et la déportation vraiment des prisonniers politiques NN, qui était très spécifique, qui concerne finalement peu de monde, parce qu'on estime que c'est à peu près 8000 Français. Spontanément, je prends contact avec l'association allemande qui avait accueilli ma grand-tante en 1978 à l'ancien camp d'Inzert. Je vais aller visiter le camp d'Inzert, je prends la voiture, j'arrive là-bas. Là, c'est un choc. J'arrive dans un endroit magnifique, vallonné. Il fait beau, j'ai la fenêtre de la voiture ouverte, j'entends les petits oiseaux, je passe sous les arbres. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau ici! Jusqu'au moment où je tombe sur un panneau qui indique le camp d'Inzert. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas eu de camp ici. Il n'y a pas pu y avoir de camp ici. C'est trop beau, enfin, c'est joli. Et si, le camp était bien ici. Et là, je me dis, il faut que je pousse mes recherches. Et donc, je vais aux Invalides faire quelques recherches aux archives de la Résistance. Et je découvre un livre écrit par des chercheurs polonais où il y a un petit paragraphe sur mon cousin, sur Jacques Lamotte. Là, je suis surpris, je me dis, comment c'est possible qu'on parle de lui dans un livre? Et l'archiviste me dit, si tu veux pousser plus loin, moi je te conseille d'aller aux archives nationales à Pierrefitte, à la côte AJ40. Et c'est là où tout part. C'est-à-dire que j'y vais, j'ai jamais fait de recherche dans les archives internationales, et là je commence à trouver des documents. Puis un dossier amène une autre recherche, qui amène une autre recherche, et ça va durer 2 ans et demi. Jusqu'au-delà de Pierrefitte, d'un seul coup, je me retrouve au service historique de la Défense à Vincennes, au service historique de la Défense à Caen. Je vais pousser encore plus loin, c'est-à-dire que je vais aller dans les archives belges, les archives luxembourgeoises, les archives allemandes, les archives polonaises. Je vais interroger les archives russes, je vais interroger les archives américaines, les archives anglaises. Je me déplace sur place, je vais dans ces archives. Là, il y a une vraie quête personnelle, quoi. C'est-à-dire, je veux redécouvrir cette histoire. Mais à ce moment-là, je ne sais pas le travail que je suis en train de faire sur moi-même et sur l'histoire familiale. Ça, je vais le comprendre beaucoup plus tard. Que c'était que je venais soigner un traumatisme transgénérationnel. C'est-à-dire qu'après la guerre, on va fixer ça à 1949, puisque les grandes lois d'amnistie vont arriver après, il y a une décision politique qui est prise, qui est celle de tourner la page de cette histoire. Mais c'est des sujets, c'est des non-dits qui vont circuler, véhiculer dans la famille, comme l'histoire de Jacques. C'est-à-dire qu'on nous dit des choses, on ne nous dit pas tout, et puis finalement, on range sous le tapis parce que c'est douloureux. Et ça se transmet de génération en génération. Et je pense que ma génération aujourd'hui peut venir soigner ces traumatismes. Et d'ailleurs, la première projection que j'ai faite, je voulais pas que ma famille découvre le film à la télé, en même temps que tout le monde, sur France Télévisions. Donc du coup, j'ai organisé une projection privée un dimanche matin dans une salle de cinéma. Et à la fin de la projection, la famille est venue vers moi, ma mère, mes tantes, mes cousines, en disant merci, ça y est, on a compris. On a compris plein de choses, on a compris toute cette douleur, tous ces non-dits. Et ce film, vraiment, je pense, j'ai pu en discuter avec d'autres réalisateurs, c'est un des films qui participe justement à soigner ces traumatismes transgénérationnels. À travers vos recherches, à travers ce film, le cinéma, n'est-ce pas aussi un moyen de tisser des liens? L'histoire dramatique de Jacques m'a permis de nouer une amitié sincère, forte, profonde, avec des gens que je ne connaissais pas. Les premiers que je rencontre, c'est Eberhard et Heidi, en Allemagne, à Inzert. Ils font partie de cette association franco-allemande qui avait reçu Emilia en 1978, et c'est devenu des amis. Mais c'est encore au-delà. Quand je suis allé en Pologne, la première fois, quand je parle de cette histoire, on m'en parle à mi-mot.
On nous accueille sur le pas de la porte. Voilà, la porte est entrouverte. La deuxième fois que je pars en Pologne, on nous ouvre la porte, on nous invite à rentrer dans la maison et à discuter. La troisième fois que j'y vais, on nous invite à manger. Voilà. Je pense aujourd'hui sincèrement qu'on a soigné un traumatisme transgénérationnel, mais de manière plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec mes amis allemands et avec mes amis polonais, on a pu parler de cette histoire commune, douloureuse, dramatique, et la soigner ensemble. Comment on tourne un film sur des personnages qu'on a essayé de faire disparaître complètement? En fait, il reste des documents. Pour expliquer pourquoi il reste des documents de manière très simple, c'est qu'en décembre 1941, quand Adolf Hitler et le maréchal Keitel prennent ce décret, ils veulent qu'il n'y ait aucune trace, sauf qu'ils se trouvent face à l'opposition des juristes allemands. Les juristes allemands s'opposent aux nazis en disant à partir du moment où vous mettrez ces prisonniers sur le sol allemand, il devrait y avoir une procédure. Ce qui fait qu'effectivement, il y a eu des procédures une fois qu'ils entraient sur le sol allemand, et aujourd'hui, on retrouve des documents. Et c'est grâce à ça que j'ai pu mener mon enquête. Mais j'avais pas d'image. J'ai quelques photos de Jacques avant sa déportation, quand il était enfant, mais après, il n'y a quasiment pas de photos des NN, il n'y a pas d'images, très peu d'images d'archives des NN. Donc, qu'est-ce que je mets à l'image? J'avais tenté, dans le teaser, de faire un peu de reconstitution, et puis on n'était pas convaincu. Et au fond de moi, j'avais une envie profonde, qui était celle du dessin. Et pendant mes recherches, j'avais vu une BD qui était Un été en enfer, sur le camp du Struthof, dessinée par Vincent Wagner. Et quand j'ai vu cette BD, j'ai vu le détail du dessin, je me suis dit, ouh, ce gars-là, il bosse vraiment ces sujets, parce que c'est précis. Et donc, je prends contact avec lui, Vincent Wagner. Donc, je trouve ses coordonnées, je prends contact avec lui, et je lui dis, vous êtes où? Il me dit, à Célestat. Donc, moi, j'habite à Amiens, Célestat. Je dis, ok, je viens vous voir. Ah bon? Donc, je prends le train, je file en Alsace, et j'arrive à son école de dessin, et là, on se rencontre, et là, il y a un vrai coup de cœur, quoi. Il voit ce que je veux faire, et il me dit, bingo, on y va. Là, après, il me reste à convaincre ma production. C'est-à-dire je veux que le dessinateur vienne et dessine à l'endroit où les faits se sont passés. Quand il se fait arrêter en forêt, je veux qu'il dessine à l'endroit où il s'est fait arrêter en forêt. Quand il arrive au camp d'Inzert, je veux qu'il dessine au camp d'Inzert. Quand il est en prison en Silésie, je veux qu'il dessine à la prison en Silésie. Alors, évidemment, ça a un coût. Mais la production là-dessus va me suivre en disant, mais écoute, effectivement, on va le faire parce que ça va être joli. Et c'est ce qui amène l'esthétique au film. Et c'est comme ça que j'ai pu raconter ces traces qui restent, à la fois à travers quelques documents, des témoignages, et les traces des dessins, voilà, qui se créent à l'image. Malgré le fait que vous ne soyez pas historien, le film respecte quand même une certaine véracité historique. Comment vous en êtes arrivé là? Dans mes recherches, j'avais vu que Thomas Fontaine avait fait une thèse sur les NN. Donc je prends contact avec lui, et Thomas est venu apporter sa rigueur, effectivement, d'historien. C'est-à-dire, un exemple très précis, dans tous les écrits que j'avais trouvés jusqu'à présent, il était dit que Jacques avait été arrêté par la Gestapo. Or, Thomas me dit non, Olivier, c'est pas possible, c'est pas la Gestapo, puisqu'il n'était pas en place déjà à ce moment-là, c'est la fête gendarmerie. Et c'est sur ce genre de détails, ces précisions, que Thomas est venu apporter cette rigueur, et notamment sur le parcours et l'histoire des NN. Et précision, c'est que tout ce qui est mis dans le film, je mets que des choses qui sont sûres. Quand j'ai un doute, je ne l'ai pas mis dans le film. Exemple, Jacques est arrêté pour possession d'armes, suspicion d'acte de résistance. Je ne sais pas s'il était résistant ou pas. Donc du coup, je ne le mets pas dans le film. Je ne dis pas qu'il était résistant, puisque je ne le sais pas. Au niveau de la réalisation, comment travaillez-vous avec vos musiciens pour la musique? J'en parle très tôt aux compositeurs, c'est-à-dire dès le début. Donc Xavier Méchali, qui a la composition de la musique originale de Ces traces qui restent, un jour, j'arrive chez lui et je lui parle de l'avancée là où j'en suis, et je lui raconte des recherches que je viens de faire. Le soir, il m'appelle, il me dit « Je t'envoie un morceau, ce que tu m'as raconté tout à l'heure, ça m'a inspiré ce morceau. » J'avais pas le début du film à ce moment-là, et quand j'entends sa musique, je me vois dans un train. Sa musique m'inspire cette entrée de film. Et donc c'est vraiment des inspirations partagées. Des attentats commencent à toucher les soldats allemands. Hitler demande à ce que
la répression soit encore plus féroce sur la disparition des gens dans la nuit et le brouillard. Lennart Nebel est un vaste sujet. Que pouvez-vous nous dire par rapport au format de diffusion? En fait, on est sur un film France Télévisions, donc documentaire, qui rentre dans une grille de 52 minutes. C'est difficile parce que c'était 52 minutes plus ou moins 20 secondes. Je me souviendrai toujours du dernier jour où j'étais à 52 minutes et 40 secondes, et là on nous a fait couper 20 secondes. Et c'était horrible pour moi parce que j'ai coupé beaucoup de respiration. Donc il y a eu, on va dire, pendant le montage du film, une frustration parce que je ne pouvais pas dire tout ce que j'avais à dire, mais en même temps je pense que le film est déjà dense dans ce qu'il raconte, parce que c'est une histoire, celle des NN, qui est finalement méconnue du grand public, et peut-être un jour, puisque en fait les recherches continuant, parce que je suis toujours sur la trace de Jacques, parce qu'il y a un sujet encore, qui est celui de retrouver son corps, que je n'ai pas encore retrouvé, mais je suis sur la piste et j'ai une piste sérieuse. Donc peut-être qu'un jour il y aura une suite à ces traces qui restent, et donc on pourra raconter davantage sur l'histoire des NN.